Bienvenue sur le plateau de Village Semence. Nous allons parler innovation variétale avec trois invités. Tout d'abord, Hélène Paillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes sélectionneuse melon chez Gauthier. On va parler de ce délicieux fruit qui va arriver prochainement. On attend un petit peu, même s'il fait chaud, il sera là un petit peu avant l'été. À vos côtés, Yannick Chevret, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing chez Béjo Graines. Béjo Graines, ça couvre quoi comme type de production? On a une cinquantaine d'espèces donc qui vont essentiellement sur les légumes feuilles, légumes racines, oignons, carottes et aussi les choux. Et on va parler un peu technique avec vous. Et puis à ma droite, Bruno Villa, bonjour. Bonjour. Alors j'aime bien parce que dans la bio que vous m'avez transmise, il y a écrit un joli mot, le mot paysan. Voilà. Et finalement, et vous êtes quasiment le seul que je reçois depuis 3-4 jours à utiliser ce mot, c'est bien. Donc paysan et président de Rouge Line depuis 2007. Rouge Line, c'est quoi? C'est une société, vous produisez vos légumes? C'est un regroupement de producteurs dans tout le sud de la France, sur les régions de Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA, qui regroupe 180 producteurs, principalement des maraîchers, qui font des productions sous serre, tomates, fraises, concombres, un peu de salade, concombre, la tomate. Et la tomate évidemment. Et ça vient du sud, produit phare. avec un joli accent du sud. J'aime bien, voilà. Les paysans, ça fait plaisir d'en avoir. Ce mot, faut pas avoir honte de l'utiliser. Hein. Ah ben nous on en est fiers. Voilà, et vous en êtes fiers, bravo. Hélène, on va parler donc melon. Quand on parle d'innovation variétale pour le grand public, alors qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? Ça veut dire que ce sont les différentes techniques que l'on met en œuvre pour créer de nouvelles variétés. Le melon, alors j'ai l'impression, moi, quand je fais mes courses à la belle saison sur les marchés, le melon, j'ai pas l'impression d'en avoir forcément beaucoup de variétés sous le nez, puis il a pas toujours beaucoup de goût, la bonne odeur. C'est quoi votre boulot en fait? Alors le métier de sélectionneur est un métier de terrain. Nous nous occupons de créer de nouvelles variétés. Alors la base de notre travail, ça va être l'observation, la connaissance et le tri des plantes, afin de combiner en fait des caractéristiques qui sont intéressantes, par exemple des résistances aux maladies, mais tout en gardant des qualités en termes de goût et de saveur très intéressantes. L'innovation, c'est donc effectivement agir principalement, on va dire pour ceux qui nous écoutent, sur 3 points en particulier. Là, effectivement, c'est la diversité des produits qui sont proposés, la résistance aux maladies pour avoir à moins utiliser effectivement d'intrants, de produits phytosanitaires, ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis les aspects gustatifs. Est-ce que les critères gustatifs, ça compte beaucoup? Il y a des choix quand on sélectionne, quand on fait de la recherche. L'aspect gustatif, ça compte encore beaucoup? Alors oui, sur le melon, du fait qu'on le consomme en direct, c'est quelque chose qui est très important. Et de par la société Gauthier Semences, qui est implantée dans le bassin méditerranéen, l'aspect gustatif et nutritionnel est très important. Et ces caractères de goût, de saveur est souvent mis au premier plan dans notre sélection à l'heure actuelle. Alors ça ne veut pas dire qu'on en oublie tous les autres, mais l'objectif est vraiment d'allier les résistances, peut-être la conservation, mais également les saveurs, la typicité de certaines textures ou de goûts. Bruno Villa, quand on préparait cette émission, vous me disiez, c'est vrai qu'il y a aussi des choix à faire malheureusement quelquefois, parce que on parlait de tomates, vous produisez des tomates, des kiwis, également des salades. Sur la tomate, alors c'est vrai que, ma foi, avoir une tomate qui soit à la fois belle et surtout qui ait du goût, c'est difficile. Et vous me disiez, le problème, c'est souvent la production, la distribution, la consommation, c'est long. Et donc, il y a des choix à faire pour que le produit se conserve ou sinon on va le payer beaucoup plus cher. C'est sûr qu'en tomate, on a une variété très large au niveau de la gamme. Nous, chez Rougeline, notamment, on a 25 types différents de tomates. 25. Des tomates cerises, la grappe et la ronde qui sont le cœur de gamme, toutes les vieilles variétés, la tomate charnue, des couleurs aussi, des tomates jaunes, oranges. Donc une gamme qui est déjà très très diversifiée et avec des diversifications dans des produits plus gustatifs aussi. Et c'est vrai que quand on est sur des productions avec des tomates plus gustatives, ce sont souvent des produits qui sont plus fragiles, où on a des rendements qui sont inférieurs, et donc il faut valoriser mieux par rapport à des produits plus standards. Plus fragile, ça veut dire effectivement qu'il va avoir plus de difficultés à être en bon état entre le moment où il est récolté et le moment où il est sur les étals des marchés ou dans les grands magasins, tout simplement. Voilà, des tomates qui sont plus sensibles. Et comme vous le disiez justement aussi, les producteurs
peuvent faire des bonnes tomates, mais la chaîne logistique et la distribution qui est derrière, c'est un enjeu aussi majeur par rapport à la qualité du produit. Une tomate, ça ne se conserve pas au frigo. Elle se conserve à 12 degrés et plus, donc à l'extérieur du frigo. Pourquoi ? Parce que justement, le frigo casse le goût de la tomate. Ah, donc un conseil pour ceux qui nous écoutent. Bien sûr. On ne conserve pas ces tomates au frigo, ça casse le goût. Voilà, les tomates c'est comme le vin, ça se conserve à l'extérieur, à température d'une cave. Et surtout pas au frigo. Et souvent les gens disent oui, les tomates sont pas bonnes, mais ils les conservent au frigo. Et c'est vrai qu'on peut rattraper une partie de ce problème-là en ressortant du frigo les tomates quelques heures avant de les consommer, mais les gens généralement ne le font pas. Donc à la fois chez le consommateur, mais aussi dans la chaîne logistique et dans le transport ou la conservation des produits dans les magasins, s'ils sont conservés à 4 degrés, tout le travail et les efforts qui sont mis en place par les producteurs, ils sont un peu anéantis par la température de conservation du produit. Yannick Chevret, chez Bejo, comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on a des priorités? Donc on parlait effectivement faire en sorte que les variétés soient plus résistantes, consomment moins d'eau, moins d'intrants. Le goût aussi est une priorité. Bon, il y a bien des choix qui se font quand même. Oui, bien sûr, il y a des choix. Alors, par contre, le choix s'effectue toujours par rapport à l'identification des besoins d'un marché. Oui. C'est ce qui vient avant la sélection. Et c'est vrai qu'en amont, on identifie quels sont les axes prioritaires. Alors, ça va dépendre évidemment des produits. Là, vous avez parlé de la tomate. Le goût est quelque chose de vraiment primordial. Sur d'autres produits comme les oignons, par exemple, chez Bejo, on avait développé des résistances mildiou qui représentent vraiment un avantage extrêmement important pour le producteur, car ça peut anéantir complètement sa culture. Oui, ça c'est un critère très important, effectivement, la résistance à certaines maladies, certains parasites. Et puis surtout, comme vous le soulignez tout à l'heure, ça permet de réduire de façon substantielle les intrants et d'avoir des productions comme du zéro résidu, tel que Rougeline, par exemple, le propose. Pour le goût, il faut également identifier ce qu'est le goût. Et on a souvent tendance à dire le goût, c'est le côté sucré. Sauf que le goût, c'est plein d'autres choses. C'est ce qui fait appel à tous les sens. Ça va être la texture, ça va être l'aspect visuel, la couleur. Donc, on fait des choix, évidemment, mais le goût devient vraiment dans le top 3 des priorités d'un sélectionneur. Ah oui, vous dites un mot important, hein. Le goût devient. On l'avait un petit peu oublié. Votre approche là-dessus, est-ce que justement le goût, les consommateurs sont aussi sollicités à un moment donné dans la chaîne d'innovation pour participer aussi d'une certaine façon à une sélection? Oui, tout à fait. Alors, je rejoins Yannick de par la connaissance des marchés et des attentes des consommateurs. Mais nous, lors de notre sélection, on a des phases de tests en interne où on a des panels. En fait, on a des experts au sein de notre société qui sont capables de nous décrire nos variétés sur les textures, si c'est fondant, juteux. Pour un melon, ça reste des choses très importantes. Sur les aspects les goûts, les parfums. Et ensuite, on fait aussi également appel à des tests consommateurs externes pour vraiment voir l'aspect consommateur. On peut également faire appel à des enfants ou à un public plus gourmet pour vraiment... on a des produits qui sont destinés par exemple à des enfants, par exemple sur des melons plus sucrés, mais on peut avoir des variétés qui peuvent être proposées plutôt pour un aspect, pour des gourmets, avec une typicité de goût bien plus prononcée. Bruno Villa, vous aussi, vous faites participer les consommateurs à vos choix? Tout à fait. Vos clients d'ailleurs, parce que vos clients ne sont pas forcément les consommateurs finaux. On fait en fait de la même manière que ça a été indiqué pour le melon. Toutes les variétés qu'on a choisies, avant de les mettre en culture, sont testées par des consommateurs pour justement s'assurer qu'en termes de goût, ce sont des produits qui sont acceptables pour le consommateur. Et donc ça fait partie de notre cahier des charges. Acceptable, mieux que ça, j'ai envie de dire. Oui, adoptés. Adoptés évidemment, mais c'est important pour nous puisque le produit qu'on met en marché, ce qu'on veut c'est que le consommateur revienne racheter de nos produits. Et donc il faut qu'on s'assure que le consommateur soit satisfait. Donc avant de produire des variétés, on s'assure que le consommateur les trouve bonnes pour pouvoir les mettre en culture. Quand on parle innovation, on parle bien sûr recherche, laboratoire, études.
Aujourd'hui, dans le grand public, il y a toujours un petit peu ces peurs sur les manipulations génétiques sur les fruits et légumes notamment, même si ça existe depuis toujours, parce que la sélection finalement et les croisements existent depuis que l'homme fait un peu de culture. Comment est-ce qu'on essaye aussi de dédramatiser les choses vis-à-vis du consommateur? Vous communiquez d'une façon particulière, vous essayez d'informer les consommateurs sur ces problématiques-là avec de l'information qui explique et qui montre que c'est pas de la science-fiction qui fait peur. Oui, tout à fait. On met vraiment en avant le métier de sélectionneur, notamment hybride, où parfois on a des termes qui peuvent faire peur. Voilà. Vous l'avez noté. Sauf que l'hybridation, c'est finalement juste mettre en relation des plants femelles et des plants mâles pour récolter une descendance qui va être capable d'associer les caractères positifs des deux lignées. Donc en fait, c'est un procédé qui est totalement naturel et il faut de la communication permanente, expliquer finalement que sur 10 ou 15 ans, on va faire des descendances, des rétrocroisements, jusqu'à obtenir le produit qui est souhaité par le consommateur. C'est quasiment une problématique de langage, j'ai envie de dire. Il faudrait quasiment que vous inventiez un nouveau langage pour expliquer des choses. Effectivement, quand on fait des croisements, voilà, c'est un peu papa-maman, on fait des petits, on croise. Mais il y aurait quasiment un travail de pédagogie à faire aussi vis-à-vis du grand public. En effet, c'est souvent un métier de passionné, donc où on peut se comprendre peut-être entre spécialistes, mais voilà. L'idée c'est de pouvoir inventer en fait vraiment les consommateurs à venir avec nous peut-être au champ et voir ce qu'on fait dans la description de nos plantes et peut-être goûter ensemble ce qu'est un melon ou ce travail-là. Est-ce qu'il y a une évolution des techniques? J'imagine que oui, depuis 10, 15, 20 ans. L'innovation variétale bénéficie de nouvelles techniques, de nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'il y a de neuf, d'intéressant à dire? Alors, je trouve qu'on bénéficie surtout de départements de recherche qui sont beaucoup plus évidemment performants qu'ils étaient auparavant. On s'appuie par exemple sur des départements de phytopathologie, des départements de marqueurs moléculaires. Donc encore, on affine, mais ça veut dire qu'on affine en fin de compte dans l'analyse. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va faire un peu la cartographie des gènes. Ça ne veut pas dire qu'on va les modifier, mais on va, dans nos lignées, faire la cartographie et savoir que tel gène va nous apporter, par exemple, la couleur, ou bien une résistance aux maladies, ou bien, c'est un peu le futur, vraiment l'aspect gustatif, savoir que ce sont tel et tel gène qui vont nous permettre d'avoir des composants plus intéressants pour le goût ou la santé. Mais voilà, on s'appuie à la limite sur des méthodes qui nous permettent d'accélérer et d'éviter de faire des essais trop nombreux au champ. Bruno Villa, comment est-ce que vous procédez? De manière peut-être un petit peu moins sophistiquée que chez Bejogreen, je ne sais pas. Ah mais ça c'est la première étape. Nous on arrive à juste après. On va en fait sélectionner des variétés qui nous paraissent intéressantes à introduire dans nos cultures pour renouveler justement le matériel végétal pour diverses raisons. À la fois parce que les produits peuvent être au niveau gustatif meilleurs, parce qu'ils peuvent être aussi meilleurs pour l'environnement. Aujourd'hui, on essaye de produire en utilisant le moins d'eau possible, d'avoir le moins d'impact sur l'environnement. Vous êtes axé beaucoup bio, énergie renouvelable, toutes ces Voilà, chez Rougeline, on a ce qu'on a appelé l'éco-serre. Et évidemment, les variétés, le développement variétal nous permet aussi d'être plus efficace dans l'efficience de la production, d'utiliser moins aussi de produits de traitement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a développé depuis 2 ans une démarche où on garantit 0 résidu de pesticides dans les produits que l'on commercialise. C'est aussi grâce à l'évolution variétale et certaines résistances qui nous permettent d'arriver à garantir ces démarches-là aujourd'hui. On voit bien ici la complémentarité qu'il peut y avoir sur toute la chaîne de production et d'innovation. Merci à tous les 3 d'être venus sur ce plateau pour nous parler d'innovation. Monsieur le paysan, retournez à vos champs, on est ravis que vous soyez là aussi. À mes serres. Et Hélène, vos melons bien sûr qu'on attend cet été. Merci monsieur, au revoir.